Jazz World Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue à cette table ronde sur la santé des clubs, des petites et moyennes salles de concert. On va aborder cette question d'un point de vue européen, puisque les intervenantes et intervenants sont français, belges, suisses et allemandes. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, Cécile Moreau, on m'a demandé d'animer cette conversation parce que j'ai réalisé une étude avec l'AFDMA sur justement les dynamiques, les problématiques rencontrées par les salles de concert en Europe, dans les villes européennes. Et d'ailleurs, j'ai laissé des petites maps sur les chaises du premier rang qui résument un petit peu les conclusions de l'étude et qui montrent toutes les dynamiques qui font pression actuellement sur les salles de concert. Donc l'idée, c'est un peu de discuter de ces dynamiques ensemble et de voir aussi comment chacune fait face à tout ça et de pouvoir repartir avec des idées, des réflexions et un peu des pistes d'action. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent directement pour des salles de concert dans l'audience ou si vous travaillez principalement avec les salles de concert dans le cadre de votre activité. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'on peut appeler clubs ou les petites et moyennes salles de concert constituent un maillon assez important de l'écosystème de la musique, notamment pour la formation des artistes et leur formation scénique. Je voulais rappeler des chiffres qui sont intéressants et donc là qui étaient publiés par l'AFDMA. Donc c'était en 2020, je crois, qui expliquait que 87% des salles européennes sont des salles de moins de 1000 places et 51% des salles sont des salles de moins de 400 places. Donc c'est quand même une grosse partie du parc, on va dire. Et je voulais un peu mettre ça en balance avec les chiffres qu'on nous dit, enfin en tout cas l'espèce d'état des lieux qui dirait que en 2023 et 2024, c'est la reprise, la fréquentation est forte, les recettes de billetterie sont aussi importantes, etc. Les grosses jauges font des recettes de billetterie importantes ces 2 dernières années. Enfin, ça, c'est le CNM qui le dit. Donc avec 19% dans le positif. Là où les petites et moyennes salles, c'est une chute entre 26 et 38% des recettes. Donc on voit bien qu'il y a quand même 2 réalités qui se dessinent. Donc l'idée, c'est de vraiment faire un petit peu le point sur tout ça et de voir comment chacun vit cette situation au quotidien et comment ça se matérialise. Donc avec moi pour discuter de tout ça, à ma gauche, donc Caroline Toussaint, qui est responsable d'antenne d'une radio en Suisse qui s'appelle Griffe. Et dans le cadre de la radio, elle a réalisé et produit un podcast en 5 épisodes sur l'état des lieux des clubs en Suisse romande, qui est vraiment super, donc je vous invite pour les francophones à aller l'écouter. Ensuite, Pierre Dugelet, qui est directeur du Périscope à Lyon, qui est une salle de 200 places dans le centre-ville de Lyon, qui c'est principalement du jazz et musique improvisée. Vous faites partie des réseaux Fedelima, AJC, et vous êtes derrière pas mal de projets, donc vous êtes assez hyperactif, j'ai l'impression. Ensuite, Laure Togola, qui est programmatrice de la Boule Noire, là aussi une salle de 200 places à Paris. Tu es aussi cofondatrice du collectif Au-delà du club, qui réfléchit comment on peut faire évoluer la question de la club culture. David Dehart, toi tu es directeur de Court-Circuit, qui est la fédération des musiques actuelles en Wallonie et à Bruxelles. Et Pamela, toi tu es porte-parole de Livecom, donc qui est la fédération des musiques actuelles en Allemagne. Voilà, le sujet est assez vaste, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de choses, donc on ne pourra pas tout traiter, on ne pourra pas être totalement exhaustif, mais il y a quand même pas mal de points de vue qui vont se compléter pendant cette discussion, donc ça va être super chouette. Je voulais commencer par toi, Caroline, puisqu'en fait, est-ce que tu puisses nous parler un peu de ton podcast, des sujets qu'il traite, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces 5 épisodes ? Merci. Ce podcast, qui est en fait une émission à la base, parce qu'on est une radio, on diffuse tous les jours, donc voilà, c'était une émission à la base qui est devenue un podcast qu'on peut réécouter maintenant. Ça s'appelle Inda Club et on a reçu beaucoup de communiqués de presse l'année dernière de la part de clubs et salles de concert en Suisse romande qui faisaient état de leurs difficultés financières, de leurs difficultés structurelles, du fait, on a aussi vu sur les réseaux que beaucoup de programmateurs, programmatrices ou personnes qui travaillent dans ces clubs prenaient la parole
parole pour faire état de burn-out ou d'un vrai souci en fait des difficultés en fait à travailler dans ces clubs, puisque les soutiens financiers manquent, puisque le public après le Covid, ça a été difficile de faire revenir les jeunes, mais pas que. Beaucoup de questions en fait qui se sont posées et on s'est dit mais c'est pas juste une salle. Donc, il y a un problème plus profond et on a envie d'approfondir et d'aller poser les questions qui se posent, en fait. Et en appelant 1, 2, 3, au final, on a appelé 20 salles. Certaines se portent plutôt bien, d'autres c'est plus compliqué, d'autres ont fait entre-temps des appels à financement participatif pour essayer de lever des fonds de la part du public aussi. On a rendu compte qu'on avait besoin d'un podcast en 5 épisodes de 20 minutes pour essayer de toucher du doigt en fait ces problématiques et surtout faire comprendre au public cette réalité, puisque finalement oui, on consomme des concerts, vous et moi, enfin voilà, moi je n'imaginais pas toutes ces problématiques en tant que consommatrice de base auxquelles vous faites face au quotidien. Et on est donc parti sur la géographie de la Suisse, en fait. La Suisse, on est un tout petit pays, mais on a énormément de salles de concert, notamment de petites salles, petites et moyennes salles. Comment ça se passe concrètement sur le terrain quand il y a autant de monde? Est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas? Est-ce qu'au contraire, on s'entraide? Est-ce qu'il y a une concurrence avec les festivals ou pas? On est aussi allé voir le public. Est-ce qu'effectivement, les gens ont moins envie d'aller en concert? Pourquoi? Est-ce que les jeunes sont peut-être plus réticents? Est-ce que les plateformes de streaming audio sont vraiment aussi un concurrent entre guillemets, ou en tout cas ça a changé nos habitudes, ça c'est certain, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte. Et aussi parler des solutions en fait. Est-ce qu'il y a un club du futur qu'on peut inventer? Est-ce que nous, médias, on peut avoir un rôle à jouer? Est-ce qu'on peut justement vous mettre plus en valeur, plus en lumière? Est-ce qu'il y a des synergies à mettre en place? Et ça, je pense que c'est ce dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui notamment, c'est qu'est-ce qui se passe, en tout cas au niveau des solutions, à mettre en place dans les clubs et entre nous, quoi. Et parmi les témoignages qu'on a reçus, déjà oui, c'était hyper intéressant de voir que beaucoup de personnes déjà osaient prendre la parole. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, on vous entendait peut-être moins aussi. Là, on ose parler de santé mentale, de bien-être au travail, etc. Et c'est quelque chose que j'ai déjà pu citer hier. Mais oui, oser dire que oui, c'est un milieu qui fait rêver, la musique, mais c'est pas si simple au quotidien. Et les gens l'entendent, j'ai l'impression aussi aujourd'hui. C'était des témoignages vraiment intéressants de parler avec ces personnes qui travaillent, des agents d'artistes aussi, des programmateurs, programmatrices. Et après, c'est hyper intéressant de voir aussi les synergies qui se créent. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de cette enquête, c'est que pas mal de clubs vont chercher un autre public en essayant de trouver aussi d'autres personnes pour travailler. J'ai en tête ce club en Valais qui travaille désormais avec une association de personnes en situation de handicap pour que ces personnes peut-être n'osaient pas venir dans les clubs, mais oui, c'est possible. Ils et elles peuvent travailler avec, je crois que c'est dans les cuisines, dans ce club-là. C'est aussi le cas pour les écoles. Est-ce qu'on peut aller dans les lycées? Est-ce qu'on peut aussi aller dans des maisons de retraite pour essayer de trouver des personnes qui pourraient venir dans les clubs? On a organisé, nous, la radio, un événement avec un club à Neuchâtel récemment. Hyper intéressant de faire venir des familles dans un lieu qui est plutôt réputé punk. Et le club a dit que c'est super d'avoir ces médiations en fait avec des publics qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont plus l'habitude. Quand on devient parent, peut-être qu'on sort moins, mais pouvoir revenir avec ces gamins, c'est plutôt cool. C'est pas la même, c'est pas pour un concert, c'était pour une journée d'activité, mais est-ce que justement peut-être se diversifier, c'est une des solutions? Ils organisent beaucoup de lotos, ils organisent parfois d'autres choses, pas forcément musicales. Je ne sais pas si c'est la solution, c'est à vous de dire, mais beaucoup de clubs, en tout cas, se réinventent aussi sur d'autres structures, d'autres domaines, en tout cas. Et voilà. Merci. Je trouve que ce qui ressort aussi de ton podcast, c'est l'idée qu'en fait, il y a autant de situations que de clubs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une forme de...
Vraiment, il y a plein de facteurs différents. Donc, il y a la gentrification, le fait que les centres-villes, c'est de plus en plus dur de s'y installer en tant que lieu, qu'il y a de la spéculation immobilière. Donc ça, on le retrouve beaucoup à Berlin notamment. Après, il y a évidemment la crise inflationniste qui a suivi le Covid. Donc la reprise post-Covid a été quand même bien freinée par rapport à ça. Il y a évidemment les phénomènes de concentration. Donc là, le SMA intervient tout à l'heure, mais ils ont sorti une cartographie intéressante avec Street Press sur justement qui détient quoi dans le secteur de la musique en France. Et c'est assez parlant. Donc ça entraîne des phénomènes de grosse production, etc., qui fait qu'il y a une différenciation avec les petites et moyennes salles. Il y a évidemment les changements de consommation des publics. Il y a aussi les changements, les problématiques, et tu l'as dit, des ressources humaines, mais aussi du bénévolat, parce qu'en fait, pareil, la VMA avait sorti un chiffre qui disait que presque jusqu'à 34% des activités d'une salle de concert étaient réalisées par les bénévoles, et que c'est quelque chose qui en fait ne fonctionne plus si bien, parce que c'est hyper dur de pérenniser les bénévoles. Donc voilà, il y a beaucoup de problématiques, sans parler aussi de l'environnement politique. Globalement, on n'est pas sur une tendance vers plus de politique culturelle et plus de subventions publiques ou de dotations publiques. On est plutôt sur une dynamique inverse. Donc chaque salle ne fait pas face au même problème ou avec la même intensité, mais en tout cas chaque salle doit se débrouiller un petit peu avec tout ça et du coup trouver sa manière de réagir ou en tout cas peut-être sa manière de se démarquer en fait et de prendre le contre-pied de tout ça. Donc moi je voulais vous demander, donc peut-être à ceux qui dirigent ou programment dans des salles, dans ce panel, quelles sont vos problématiques ou en tout cas les principales et quelle est la réponse que vous avez trouvée à ce stade pour y répondre. Donc nous, la Boule Noire, donc c'est une salle de 200 places qui est dans Paris et qui est ouverte quasiment toute l'année. Il y a des concerts tous les jours et donc qui tourne beaucoup. C'est une salle, on en parlait, il y a différentes, en fonction des villes et des salles, il y a différents modèles de fonctionnement. Nous, on a un modèle un peu hyperactif aussi, où on a des concerts tous les soirs, toute l'année. On ferme juste du 15 juillet au 20 août. Donc voilà, donc déjà, on utilise la salle à son maximum. Première information. Au niveau vraiment des dates, de se diversifier au maximum, c'est-à-dire d'avoir des privates, d'avoir des résidences quand la salle n'est pas utilisée le matin, d'avoir des tournages. Enfin, on va dire que un peu le biais positif ou négatif de la Boule Noire, c'est d'être vraiment ouverte 24 heures sur 24. C'est un peu un objectif pour tendre vers un équilibre financier. Mais est-ce que déjà c'est un bon objectif ? Je ne sais pas. Parce que ça induit d'autres problèmes de fonctionnement, de fatigue, des équipes, etc. Et on court aussi après un équilibre financier pour réussir à être à l'équilibre en tout cas à la fin de l'année. Mais ce qu'il faut dire, et je pense qu'il est important dans mon cas, c'est qu'on est lié à La Cigale, donc qui est une salle de 1400 places. C'est la même entreprise. Et donc forcément, les coûts sont partagés avec une entité qui rapporte plus d'argent, qui a une marge beaucoup plus importante que nous qui sommes une salle de 200 places. Et donc, en fait, la plupart des salaires, des fonctions support sont gérés avec La Cigale et payés grâce à La Cigale. Donc, forcément, c'est ce qui fait aussi que la Boule Noire existe, je pense, et a un équilibre qui fonctionne après toutes ces années. Voilà déjà pour la situation. Et après, donc ça nous permet à nous de pas avoir la problématique vraiment d'urgence à, par exemple, aujourd'hui, comme l'ont fait certaines salles en Suisse, dire voilà, c'est soit on arrête, soit on a besoin d'aide ou on a besoin de changer de modèle. Donc nous, on n'est pas pressé, on n'est pas dans l'urgence de changer de modèle, mais les questions se posent quand même de voir le modèle être de plus en plus tendu, notamment sur la partie recettes issues de la billetterie et recettes issues du bar. Enfin, notamment le bar baisse beaucoup depuis le Covid, rien que ça déjà. Enfin voilà, ça c'est vraiment un sujet. Je me rappelle pendant mes études, on nous disait que c'était les saucisses et la bière qui faisaient la pérennité d'une salle de concert. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, en tout cas pour la Boule Noire. Moi, j'ai des dates où le bar me fait perdre de l'argent parce que le fait d'ouvrir le bar et j'ai pas assez de consommation pour payer les personnes qui travaillent. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez ubuesque dans l'idée d'une salle où voilà, ces recettes-là, normalement, viennent aider le fonctionnement de la salle. Nous, c'est un service. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on ouvre le vestiaire ? Pareil, parce qu'il y a 3 vantaux au vestiaire, on a payé quelqu'un. Enfin, donc maintenant, on repose vraiment énormément sur la billetterie et ou la location de concert, la location de la salle quand c'est des contrats de location. Mais donc, ça change un peu la manière dont moi, en tant que programmatrice, je réfléchis à mon business sur l'année. C'est sûr. Bonjour à tous. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de parallèles malgré une différence très importante. Le Périscope est labellisé SMAC, donc, et malgré sa taille, effectivement catégorisée dans les clubs parce qu'on a une 250 places en fait et une 150 places qui sont
juste à côté. Hein, c'est un double bâtiment. Le fonctionnement est assez différent, mais effectivement, évidemment, la mobilisation et la subvention vont couvrir une partie des charges fixes, une partie de l'équipe. Néanmoins, on a la même suractivité, surintensification de l'activité de la salle depuis le départ. Alors, en dehors du modèle, je pensais aussi, on est dans de grandes villes, même si Lyon est un peu plus petit, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin de nos lieux de cette taille-là, qui sont en fait des outils de travail en journée, des outils de démonstration, de spectacle pour des nouvelles créations, pour notamment toute une scène locale qui a besoin de jouer régulièrement dans sa ville pour préparer les spectacles qui vont ensuite tourner, mais aussi pour, tu l'as bien précisé, donc c'est vrai que c'était bien de couvrir un petit peu les grandes problématiques et aussi de rappeler qu'une grande majorité des artistes en France, alors à voir si c'est la même chose Belgique et Allemagne et Suisse, mais vivent de leur musique dans cette typologie de lieux. C'est-à-dire qu'en fait, on représente le tissu des lieux où la musique, en tout cas, où les artistes pratiquent en grande majorité et vivent de leur musique. Mais néanmoins, on se retrouve, même malgré, de toute façon, la question du label ou la question d'un financement privé, effectivement, un montage intéressant comme le tien, on se retrouve à avoir la nécessité d'un grand nombre de publics en permanence et non pas sur des one-shots ou sur des grands coups de marketing pour une date qui serait bien remplie. Nous, c'est aussi, alors moi, je ne vais pas dire aux équipes qu'il faut ouvrir comme chez toi, ça ne va pas marcher. Nous, on a à peu près 150 ouvertures à l'année, mais aussi 100 jours de résidence, mais aussi, etc. Et en fait, notamment pour les ouvertures publiques, il y a aussi des bonnes nouvelles en ce moment. Le bénévolat marche beaucoup mieux après le Covid, il y a eu un vrai gap et là, ça se passe un peu mieux. Mais par contre, l'engagement du public, il est à renouveler sans arrêt. Et je trouve que c'est assez difficile de se dire qu'il va falloir se battre à chaque date sur 150 fois pour avoir 100, 120 personnes en moyenne ou 150 personnes sur toutes ces dates. C'est quand même un challenge qui est assez différent que de remplir 10 fois plus de personnes sur 10 fois moins de dates. Et du coup, cette fréquence, ça demande à la fois beaucoup de travail aux équipes. Et effectivement, et là, je pense que c'est une des questions centrales qu'il faut qu'on se pose, c'est à quel moment on arrive à montrer l'engagement. Combien de personnes j'ai rencontrées dans mon entourage qui ne sont pas forcément des grands praticiens des salles de concert, soutenir mon activité à fond, dire c'est génial ce que vous faites, sans aller au concert. Et en fait, le fait de ne pas y aller fait que le soutien n'existe pas. Malgré le financement public, malgré tout ce qui peut être autour, ou un autre schéma privé, où on pourra parler des autres tours de financement, la diversification des activités. Mais le cœur, c'est qu'il faut qu'on ait régulièrement à cette personne. Pamela, si tu veux peut-être réagir justement sur toi, le club que tu gères à Berlin, quelles sont vos difficultés ? Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à Berlin, c'est la question de la gentrification et comment s'adresser en ce moment, notamment par Livecom également. Yeah, where to start with? So I'm having like two hats. So first of all, I'm a club owner together with my partner since almost 30 years now. And on the second hand, I'm the political spokesperson of our Livecom, the network who's doing the political work. So I see all the problems from various perspectives. I'm not sure if she's meaning me. Okay, I just go ahead. You all do understand me, right? Okay. So we face exactly the same problems. The first thing I need to say is that in Germany, clubs are definitely not funded by the government. So we have a huge cultural funding system, but the funding only goes into operas and theaters and things like that. We just have like tiny little funding sometimes for programming, but it's actually not worth talking about it. So it's not enough at all. Sorry. We face the same problem, so we have lost the Corona generation, and that is especially a little bit crazy because in Berlin, club culture is so famous, and usually the younger people, they were just like, they wanted to go, they had like wrong passports, they changed the date of birth to go inside and doing things like that, but we lost them. The good thing is slowly, some of them are coming back. So we can see that there is a young generation coming. They have a different, they party differently. So when we talk about club nights, they have a different behavior, what is really interesting. From our like older perspective, it's a little bit sad to see how they party because our feeling is they are actually not really partying. So we need to kind of like train them that there is a live situation, staying in a concert or being in a club night, which works without a mobile phone having in a hand.
But it's getting better. We have, I think in Berlin it's the biggest problem regarding the crowd. We have, everything is so expensive. The clubs are much more expensive. We have to be more expensive because our costings are so high, you all know that. But the people in Berlin, they do not have more money because the rental prices, which has been really less earlier, is now very high. Everything is so expensive. So people simply do not have any money anymore to go out. This is a huge problem. I like what you said, that we have to fight 150 times to get 150 people. So we are running a club which is open. We have like 250 shows per year. We very often have kind of like double shows. So we first do a concert, then we do a club night. And we are used to not earning money. So because we have a very diverse program, we do not do kind of like mainstream things. We do a lot of jazz concerts and a lot of various genres which are not so mainstream. So that means that even before COVID, we had club nights or concerts with just 100 people, and knowing that in advance that we are going to lose money, but our passion is to present artists and to present these genres. And we were able to finance this with like bigger shows. But this is not working anymore. And this is the biggest problem at all, because as we are not funded, but we want to, and I think we all need to present niche genres, young artists, to let them grow. When we are not earning enough money with the other shows, we cannot do that anymore. And that means that the variety and the diversity is getting smaller and smaller. So we are just cutting the cultural bottom. This is one thing. And then because you've been talking about gentrification, this is a big problem in Berlin, because a lot of money is coming to Berlin, because Berlin is such a nice city. It's so colorful. Everybody loves it. They want to go there. But they bring a lot of money and they build a lot of very expensive flats. And then people with a lot of money are coming. They want to stay in the city center. They want to have all these colorful surroundings, but it should be very, it's not allowed to be loud. And they want to have everything colorful and everything like funky, crazy stuff, but not exactly around their area. It should be please somewhere else. But that happens all over Berlin. And that means that we are facing a lot of problems with neighborhoods which are coming closer and closer to our venues, and then people are complaining about nightlife, about people who are staying in the queue, or people who just stay outside for smoking a cigarette, and then they are laughing. We had, at my club, we had the situation that there was a policeman coming because someone called. And I was saying, well, yeah, here are just a few people, it's actually not loud. And then the policeman said, yes, but they laugh. And then you stay there and you think, oh, I mean, isn't it kind of like nice that people are laughing in these times? So, but this is the situation we are dealing with. And we are with my political hat, we try to find solutions, at least for those noisy things and these conflicts with the neighborhoods. Soit les salles de concert sont mises sous pression, ou les clubs, parce que justement on vient les voir pour les nuisances sonores, donc soit on va être contraint de faire des travaux qui coûtent très très cher, là où en plus les promoteurs qui s'installent autour des clubs, eux ne font pas le travail d'insonorisation, quoi. C'est un problème, ce qui fait que les salles doivent ou s'éloigner, ou bien payer très cher et n'ont pas forcément les moyens. Et en plus, c'est très compliqué de retrouver des lieux dans Berlin, mais dans plein de villes en Europe, de retrouver des lieux avec les mêmes capacités et qui puissent accueillir le projet en centre-ville. Et comme tu le disais, le deuxième problème, c'est le fait que les coûts augmentent tellement que derrière la prise de risque, pour garder l'équilibre financier, on réduit la prise de risque en programmation. Et donc finalement, on ne fait plus ce travail de soutien à l'émergence et en fait ce travail de défrichage et de prise de risque. Ouais. Donc les salles, surtout en centre-ville où c'est gentrifié, sont un peu contraintes par ces deux dynamiques. Avec l'AFCOM, donc tu as... casquette politique. Qu'est-ce que vous avez obtenu ou qu'est-ce qui se passe justement sur cette question? Donc il y a la reconnaissance culturelle et il y a aussi la question de la réglementation acoustique. Il y a des choses qui pointent un petit peu à Berlin sur ces sujets. Actually, we started with the Berlin organization called Club Commission. We were working very intense with the Berlin Senate and trying to convince them that
club culture is also culture. And the Berlin Senate was the first Senate all over Germany who has written down that club culture is culture. And that was actually a big benefit, because then we were able to talk to other people with kind of like a paper in our hand which says, it's culture. Hey, you need to listen. So we are not only partying, we do a lot for culture. And with the Berlin Senate, also other senates and areas in Germany followed. And then with the LIFECOM, which is the whole German organization, sort of like the mothership of all those tiny little organizations, we were able managing that even the German government realized that it's culture. So we are always named as club culture in the coalition contracts of our governments. I mean, we had some in the past because we had a little problems with our governments. So it's written down in there, what gives us like a starting point talking to various ministries. It's honestly really difficult because you have the political perspective and the politicians, where a lot of them already understand what we are doing and that it's important to change laws, for example. The big problem is that it's not only the politicians. I mean, they say, okay, we need to change the law, but then you have these people working in the ministries and they are just sitting there and say, well, I have another 100 papers I have to do earlier. So there is not that much coming afterwards. But what we already were able to manage is that in Germany there is a law for when you build a house somewhere, you have to be, you become kind of like a category. So this is a living house, this is a fabric, this is as an opera, for example, it's a cultural place. And we have been the same like, what is bordel? Bordel sounds French. Like the place where you have whores in there. Yeah, okay. So we are in the same category like these places. And that means we are not allowed in very many areas, and we definitely do not be protected from anything. So, but we were able to organize, and that the politicians realized that they want to change that law, that we become cultural places like operas as well. And that would help us a lot, being kind of like safe in areas where we, for example, have been allowed, but sometimes the area is changing. The politicians decide they want to build something else, then they give it a new name, and then it happened that within this new category, we haven't been allowed because we are something like a bordel. I don't know the word in English. What? Never heard. So, but you understand bordel, obviously. So, so that helps, for example. Then we are working together with the politicians to change the laws for noise, because the law we have in Germany for noise on streets and everything is really old. It's from the 60s. And it doesn't fit with the real situation in big cities at the moment, because cities, everything is getting closer, it's more packed, so it's more noise anyway. And in Germany, it's like this, that a street, so cars can be louder than human beings. So it's totally okay if there's a street and which is super loud and people get kind of like the noise in their flats, that's fine. But having human beings on a street or a club around, that's not fine. So we are working on that, changing this, and the politicians are already aware. Unfortunately, we have a new government again, so we have to figure out if they are able to make it. And the third thing is what we started with in Berlin is we have a funding project for doing like soundproofing, like noise cancellation. And Berlin was the first state who did that. It's there since a couple of years now. And we really worked hard in the German government. And since this year, there's also a funding program. It didn't start yet because we had the change of the government. But it should start this year. It's about like 3 million euros. It's a pilot project. They want to figure out if it works. But then there will be like these 3 million euros where clubs can apply for to
do construction work at the houses to get better soundproof things or noise cancellation systems or things like that. Because you said it, it's super expensive, and it hasn't been. It was even super expensive in earlier times where we all were kind of like able to handle our clubs. But now with the new situation that the costings are so high and we are actually not knowing how to manage everything, it wouldn't be possible at all. So this is a good moment that the funding program starts. Ok, merci. Et je voulais juste mentionner un autre principe qui s'applique dans certaines villes et qui vient, surtout en Grande-Bretagne, qui s'appelle The Agent of Change. Donc ça, c'est plutôt une négociation qui se fait avec la ville ou la localité, mais sur le fait que, par principe, le promoteur qui s'installe est responsable de bruit. C'est-à-dire que si un club est là et que le club, malheureusement, n'est pas suffisamment insonorisé, si le promoteur vient trop près ou n'insonorise pas suffisamment le bâtiment, eh bien, il sera responsable. Il ne pourra pas se plaindre auprès du club et donc faire fermer le club pour ces raisons-là. Voilà. David, toi, tu es directeur de court-circuit. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la santé, de ce que tu sais, de ce que tu vois de la santé des clubs en Wallonie et à Bruxelles ? Alors, j'aimerais d'abord préciser en fait que Court-Circuit, à l'heure actuelle, c'est devenu une fédération de lieux et organisations de concerts. Donc, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on a été créé, c'était certes des organisateurs de concerts qui sont mis autour de la table et qui se sont dit il n'y a rien. C'était au début des années 90. C'était le désert total en matière de soutien aux musiques actuelles. Et c'est vrai qu'avant de renforcer un réseau de lieux de concert, il y a eu tout un travail de développement autour de l'artistique, mais aussi autour des autres métiers. Il y avait le travail autour du métier d'agent, des bookers. Il y avait tout le travail autour des droits d'auteur, tout le travail autour du développement des labels. Et ce n'est vraiment qu'en 2006 qu'on a eu comme objet avec Court-Circuit de travailler sur la reconnaissance et le développement d'un réseau de lieux professionnels. Et pendant 10 ans, on s'est focalisé sur 10 lieux à qui on a attribué le label Plasma qui était inspiré du label SMAC chez vous. Donc à l'époque, le label Plasma, c'était pour la plateforme des scènes de musique actuelles. Aujourd'hui, on utilise le même acronyme pour définir les professionnels des lieux et associations subventionnées dédiées aux musiques actuelles. Et donc, de 2006 à 2016, on a travaillé avec les 10 mêmes lieux, on les a vraiment professionnalisés. C'était même des associations qui n'avaient pas des lieux, donc on les a vraiment accompagnés pour se structurer. Et ce n'est qu'à partir de 2017 qu'on s'est ouvert à d'autres types d'opérateurs, des organisations sans lieu fixe, des festivals, des collectifs. Et c'est avec le Covid vraiment qu'on a eu, on a eu un rôle plus de syndicat, plus de représentation, plus politique, puisque on avait déjà eu un premier refinancement en 2017 à redistribuer à ces petits opérateurs. Mais à partir de 2020, on a vraiment été reconnu comme organisation professionnelle. On a intégré une confédération d'employeurs du secteur socio-culturel et donc on a été investi par de nouvelles missions. On était régulièrement consulté par la ministre de la Culture en tant que représentant du secteur musical via les chambres de concertation. Donc l'époque du Covid a été merveilleuse pour ça parce que ça a permis de structurer un dialogue à travers ces outils et ça a permis aussi une reconnaissance qui ont mené en 2024 lors d'une reconnaissance de nos financements, nous en tant que structure mais également de nos membres, à une revalorisation. Donc la plupart de nos membres ont été subventionnés 1 ou 2 fois plus et c'était une très bonne chose. Surtout que parallèlement à ça, on avait connu les aides de relancement pendant la période post-Covid et donc c'était un peu pisant. On s'est bien amusé avec tout ça, on en a bien profité. Le problème, c'est qu'on a appris à vivre avec des moyens sans prendre conscience qu'on ne les aurait plus quelques années après. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que non seulement on n'a plus ces moyens-là, mais qu'on a une épée de Damoclès sur la tête qui nous dit que peut-être on va encore avoir moins de moyens. Puisque ces financements, s'ils sont arrêtés à une année X qui était 2024, sont censés être indexés chaque année. Et là, on nous annonce que l'indexation ne sera peut-être pas celle qui a été annoncée, puisque conjoncture budgétaire. On a aussi un gouvernement de droite maintenant en Belgique. Ça veut dire que nos dépenses augmentant, si l'indexation ne suit pas, forcément au bout d'un moment on va être étranglé et on voit les choses venir. Donc ce financement est prévu de 2024 à 2029 et donc jusqu'à présent les choses se passent bien, disons qu'ils sont sentis à ça, sauf qu'effectivement, comme je viens de l'annoncer, on est face à des promesses d'austérité, de réduction de budget et ça commence par la suppression des aides à l'emploi qui sont une spécificité un peu belge dans le secteur culturel, vu que si on a effectivement des aides au fonctionnement, nous et les lieux en moyenne, pour les lieux labellisés Plasma, c'est une centaine de milliers d'euros. Donc voilà, ça ne suffit pas à payer 2 emplois. Or, dans les cahiers des charges,
on a été bien refinancé, ça c'est clair, mais on nous demande de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Donc on était un petit peu refinancé, mais sans avoir la possibilité et le budget nécessaire pour engager les compétences en interne. Donc on nous demande effectivement d'avoir une programmation régulière, la diffusion, il n'y a pas de souci, faire de l'accompagnement artistique, de la médiation vers les publics, avoir de l'action territoriale, enfin toutes des missions de centres culturels pour lesquels les lieux qui sont membres chez nous n'ont pas les compétences en interne. À la base, ce sont des lieux qui ont été créés sur le tas par des collectifs de passionnés de musique qui ont demandé des subventions pour pérenniser, développer une activité. Et maintenant, ils se retrouvent à devoir développer des compétences, à engager des gens sans savoir exactement ce que ces gens doivent faire et avec quels moyens ils vont les payer. Donc effectivement, c'est bien, ils ont été refinancés pour ça, certains sont attentifs, on veille à ça, mais on doit aussi augmenter la diffusion d'artistes locaux, y être plus attentifs et mieux les payer surtout, parce qu'il y a une demande évidemment de rémunérer les artistes selon des barèmes, et c'est tout à fait légitime, mais le problème c'est que, et on le constate, les revenus des lieux n'augmentent pas. On a eu effectivement un peu plus de subventions, mais la vente de tickets, la vente des produits du bar, tout ça stagne. Les chiffres de 2023 ne sont pas très glorieux. Donc en fait, la manne n'augmente pas, mais toutes les dépenses augmentent. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et en plus, on doit engager plus de gens, développer des compétences et faire des activités pour lesquelles il n'y aura pas de rentrée. Travailler avec une école, voilà. Et ceci dit, c'est bien parce qu'on doit faire de la médiation, faire de l'action culturelle, travailler avec des publics scolaires, avec d'autres types de publics, qu'on est financé, ce qui nous donne une légitimité auprès du secteur socio-culturel et qui justifie les subventions. Donc c'est une très bonne chose. Le problème et l'ambiguïté, c'est que si là on est reconnu et financé comme secteur non marchand, c'est d'ailleurs pour cette reconnaissance qu'on a manifestée la semaine dernière, c'est qu'on est quand même dépendant d'une activité marchande, le vente de tickets, et que ça, c'est très compliqué à comprendre pour un gouvernement de droite qui a toujours cette image que les musiques actuelles, ça se vend. Vous vendez des tickets, vous vendez de la bière, donc vous êtes vraiment des entreprises comme les autres. Et d'ailleurs, il y a une loi qui fait que maintenant, même les associations sans but lucratif sont aussi des sociétés comme les autres. On est soumis à la même surcharge administrative et aux mêmes impératifs. Donc il n'y a pas d'équivoque là-dessus. On peut faire du bénéfice. On nous encourage même à le faire. Donc en fait, on doit vendre de plus en plus de tickets. On a d'autres missions. On ne sait pas comment les financer. Et donc la solution des lieux, c'est évidemment aller vers ce qu'il y a de plus bankable, parce qu'il y a des valeurs sûres quand même en musique. Il y a moyen de faire de l'argent, mais le problème c'est que c'est pas du tout dans l'idée de faire de la programmation découverte d'artistes locaux qui, c'est communément admis, sont des dates à risque. On fait les petits artistes à côté de chez nous, non seulement on doit souvent les payer peut-être plus cher qu'un groupe étranger, mais en plus on sait qu'il y aura 3-4 fois moins de monde, voire pas du tout. Mais bon voilà, c'est dans l'émission donc on le fait. Et c'est assez dépitant de voir que des lieux de concert disent voilà, je fais ma date d'artistes locaux aujourd'hui, il n'y a personne, c'est comme ça, c'est pas grave, la semaine prochaine je fais un groupe de cover ou tel groupe américain en tournée, ça va remplir ma salle et voilà. Et donc on est obligé de jouer dans cette économie, mais quel sens est-ce que ça a finalement Voilà. Et donc effectivement oui, certains lieux vont beaucoup mieux. Ce sont ceux qui sont sur la route des artistes internationaux comme au Botanique. Le directeur du Botanique m'a dit chez moi il n'y a pas de problème, ça va, mais les petites salles en Wallonie, en milieu rural, ça va pas. Voilà, parce on n'est pas sur la route des artistes en tournée internationaux, parce qu'en plus ils n'ont pas joué la carte de fidélisation du public avec une programmation très spécifique, parce qu'ils doivent faire du généraliste. Chaque date, c'est toucher un autre public qui n'a pas l'habitude de venir, et qu'effectivement, c'est un travail complètement différent, quoi. Enfin, je suis en train de me demander ce qui peut être un bon indicateur de la bonne santé de l'écosystème ou de ces clubs, parce qu'en fait parfois il peut y avoir on peut avoir l'impression que ça va bien, mais comme tu le dis, en fait, c'est une économie qui est conjoncturelle, parce qu'il y a eu beaucoup de subventions à un moment, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment réel, quoi. Et après, effectivement, il y a les grosses productions, ou en tout cas ceux qui sont sur les bons circuits. Est-ce que c'est lié, c'est vraiment la question de la fréquentation qui détermine si un club est en bonne santé, c'est qu'il a son public de fidèles. C'est parce que le public est engagé, qui fait qu'on peut dire à ce moment-là, le club est en bonne santé. Et cette santé, je vous pose la question. Carrément, moi je pense que c'est la première manière d'observer comment va un club, c'est la fréquentation. Je pense que c'est la première chose à checker et à viser en tant que, moi programmatrice, je peux pas faire que sur la fréquentation, parce que sinon je ferai tout ce qui est sûr de remplir, et c'est pas non plus, je pense, les missions que j'ai, qu'on me donne et que moi je me donne aussi. Mais toujours est-il qu'on va juger un concert in fine ou une programmation de saison en sachant aussi combien de gens sont venus, parce que moi je pense quand même au fait qu'on est un lieu qui doit être
utile. On n'est pas seulement un lieu de création qui doit proposer. C'est une vision intéressante pour notamment soutenir certains courants artistiques plus complexes, qui ont besoin de des émergents, qui ont besoin de plus de temps pour faire comprendre leurs projets, ou alors pour permettre aussi une diversité musicale et à des courants un peu plus minoritaires d'être sur scène. Enfin, je pense qu'on a un devoir là-dessus, mais je pense aussi qu'on a un devoir auprès du public et de la communauté dans laquelle on est implanté. Et donc je pense que c'est toujours un équilibre qui est précaire, mais entre faire ce que les gens ont envie de voir en concert quand même, pas seulement ce que nous, dans notre bureau de programmateurs ou programmatrices, on a envie d'entendre, et aussi proposer quelque chose à l'intérieur de cette programmation pour aller essayer certains courants musicaux, aller diversifier, aller tenter des choses quand même, parce que parfois on est plus au courant, parce que parfois on voyage, on entend parler de choses que les gens, le public a moins en tête, etc. Donc pour moi c'est un équilibre subtil, mais nécessaire, de toujours rester très attentive à ce que le public a envie d'avoir comme expérience. Et ça passe autant par la partie musicale, qui est importante forcément, mais aussi par la partie qu'est-ce qu'on offre dans le club. Et donc je pensais au changement des publics de club, parce qu'on fait aussi la nuit à la Boule Noire. Effectivement, on se rend compte, et on s'est beaucoup rendu compte, que les publics attendaient autre chose à post-Covid. Mais pour moi, c'est nécessaire de s'adapter aussi à certaines demandes ou exigences du public à ce niveau-là. L'attention aux violences sexistes et sexuelles, l'attention au comportement des staffs. Il y a plein de sujets qui sont sortis depuis MeToo et le Covid qui sont aujourd'hui, pour moi, indispensables de regarder en face. Donc moi, je pense qu'on doit aussi se transformer en tant que salle de concert et se questionner sur comment rester un outil et un lieu qui est attractif et qui correspond aussi à ce qu'attendent les gens, tout en gardant notre rôle de prescripteur un petit peu. Mais voilà, c'est un équilibre. Là-dessus, on n'a pas tout à fait les mêmes modèles, donc mais tant mieux. Parce que c'est vrai que sur une approche qu'on a au Périscope, on est aussi un lieu de fabrique et un lieu de travail des musiciens. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez essentiel. J'aurais du mal à définir si c'est la première mission, c'est de faire des résidences et d'accueillir des musiciens pour qu'ils travaillent, ou d'accueillir du public pour qu'ils voient le concert. Donc ça, c'est un équilibre. Donc c'est vrai que voir la santé d'un lieu, de leur club ou d'un lieu de cette taille-là, je pense qu'il est sur plusieurs aspects. Effectivement, il y a aussi l'implication sociale des différentes typologies de personnes qui viendraient à d'autres moments aussi que le soir même, sur toutes ces occupations. Mais je vais rebondir un peu. Je trouve que c'était très intéressant, cette histoire raccourcie de l'arrivée des subventions sur un certain nombre de lieux belges et de l'équilibre que ça a créé. Et tu cites deux choses que je voudrais pointer, parce que je trouve qu'elles sont assez essentielles. Effectivement, il y a ce côté missionnement. Je pense qu'un subventionneur, et les choses bougent. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que finalement, ton histoire est assez récente et on voit que les choses peuvent changer. Il faut continuer d'argumenter, parce que effectivement, d'avoir amené des missions qui n'étaient pas dans le champ des musiques actuelles et de les ramener dans les musiques actuelles, nous, ça fait un peu plus longtemps que ça a été le cas en France, mais ça reste quelque chose qu'on doit défendre, même si effectivement, quand on prend ces missions, après, il faut le faire comme il faut, et du coup, il faut potentiellement renforcer, même si ça peut être pas mal pris de demander toujours plus. Mais finalement, en fait, c'est plus d'avoir changé complètement de la face de la typologie des lieux qui viennent sur de l'intérêt public et de l'intérêt général, et que du coup, à ce moment-là, il faut effectivement le faire avec les moyens correspondants, comme les autres champs artistiques. Mais le deuxième point, alors ça, à la limite, à part le problème d'argent, c'est peut-être assez simple. Le deuxième point, c'est effectivement cette difficulté sur la professionnalisation des clubs, et par rapport aux questions de professionnalisation des artistes aussi, aux minimums sociaux et au salaire minimum, parce qu'on a des artistes professionnels. Et je pense que là, il y a vraiment un pas assez complexe, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile finalement d'être entre deux et de se retrouver à la fois avec une dynamique peut-être entre musique amateur et musique professionnelle, musique de niche et musique populaire, et qu'en fait à un moment on a été beaucoup, je pense, des collègues à monter des lieux, à avoir des initiatives comme ça où on aimait être un peu dans tout à la fois et avoir cette liberté, sans l'argent qui va avec, mais dans une autre position complètement différente, cette liberté de pouvoir à la fois faire du DIY complètement obscur en termes d'argent et de deal, et à la fois accueillir des groupes étrangers, à la fois accueillir des groupes professionnels français qui se débrouillent pour faire un cachet, et que finalement pouvoir naviguer entre tout ça. Et c'est peut-être l'avantage qu'on peut avoir, cette flexibilité de nos lieux, de pouvoir aller partout, mais c'est pas évident, parce que, et bien, fort heureusement, il y a la loi, mais je trouve qu'il faudrait aussi qu'on observe nos lieux et ce qui s'y passe, pour faire attention à adapter un petit peu toute la nomenclature de qu'est-ce qu'est être artiste amateur, qu'est-ce qu'est être artiste professionnel, la question des minimums sociaux, la question des modèles. Et ça, c'est intéressant. Et le dernier point, parce que vous l'avez cité tous les deux, on a eu cet équilibre au Périscope, comme tu cites, avant d'avoir certaines dates qui payaient les dates
dans lesquels on perdait de l'argent. Ce modèle, je trouve qu'il est essentiel. Mais aujourd'hui, faire de l'argent avec une 250 places, même sur quelque chose qui est rempli, comme tu dis, les certaines dates, les belles dates où on a bien rempli, etc. En fait, ces dates-là ne font pas s'équilibrent potentiellement, mais ne font pas du tout assez la marge qu'on avait avant pour pouvoir aller perdre de l'argent sur d'autres dates. Cet équilibre-là, moi, en tout cas, je ne le trouve plus. I think that especially club culture or we running clubs, we are the ones who are always looking at the crowds, the musicians, the styles. So I think we are really open for a lot of things. So I know a lot of other people who have a focus on or are inspired by music, and then you are just driven from this to that directions. Most of us are really want to do something for the crowd, so they are open for communities and things like that. I mean, it's what is right is that especially in Berlin, these kind of like typical classical techno clubs, they are suffering the most at the moment because they have just done techno all over for the same kind of people, and this is not working anymore. But I just like to add, in 23 and 24, for the first time in my almost 30 years of club, kind of like calculations. So I counted the numbers of events we had. I counted the people, the crowd who were coming, and I just looked at the end of the numbers. So not the accounting thing, but I just like what happened on the events money-wise. And what was really interesting for me, and that is like a huge alarm signal, we had around the same amount of events, like 250, and events means club nights and concerts, which is music driven, so no commercial things, like around 250 events. We had almost the same amount of people, like 23 was 97,000 guests, and in 24 it was just like 500 guests less. So actually the same. But money-wise, it was a disaster. Whereas in 2023, it kind of like worked. I mean, we have at the end of when everything is together, before COVID, we ended up with 0.03% plus. So nothing, actually. So if something is broken, we have a huge problem. And that was like 2023, it worked like it worked before. But 2024, it didn't work at all, not at all. So we are not able to going on with that, what we are doing. And that means that we need to be less focused on music, less focused on culture, but more focused on kind of like mainstream, what we are not willing to do because our aim is supporting music, artists, and communities. So it's not working. And I'm also someone who like to be positive and forward thinking, but when it's not working, it's not working. So we actually, within these years, we saved 30% of energy. So we were even able to stop costings, to go down with the costing. We have anyway a very small team. We are not able to stop anything else. So there is nothing what we can adjust for the numbers. And we cannot rise the entrance fee or the fee at the bar because you're totally right. People are anyway drinking less because they don't have money. They are not able to pay more money for our tickets because a lot of people spend like 400 or 500 euro for a ticket for Adele. So they buy one ticket in a year and then they are done with the money. So it's a huge thing what all works together. And it's really difficult to have a positive thinking forward. And this is why we are actually trying hard to convince our government that we as cultural places should be supported and funded as well. Because if you look at theaters or opera houses, they are not able to do it by themselves. Without the funding, almost every theater and opera house will be bankrupt within 2 months, probably. So if the governments of our countries want that we do culture and be diverse and do something for society, because this is actually what we are also doing, like in these crazy times. Oui, c'est un peu le même constat chez nous avec les chiffres. Moi, j'ai pas les chiffres de 2024, mais de 2023, et on a quand même constaté qu'effectivement,
on n'arrivait pas à la situation de 2019, très péniblement en termes de fréquentation, de programmation, malgré toutes les aides exceptionnelles qu'on avait eues. Et par contre, on est quand même face à de nombreuses demandes croissantes d'artistes. On a une plateforme qui recense les artistes. On a 5000 propositions en 2023. Et en fait, on se rend compte dans le réseau subventionné qu'il y a eu 1700 programmations. Parmi lesquels des étrangers, des Flamands, certains qui tournent plusieurs fois. Et donc ça veut juste dire qu'il y a 3300 groupes qui n'ont pas joué là au moins. Et donc on est quand même là face aussi... Voilà, le gouvernement a entendu tous ces artistes qui ne tournaient pas, qui ne pouvaient pas tourner dans les lieux subventionnés. On demande à ces lieux subventionnés de les accueillir plus, mais ils seront toujours bien plus nombreux que les artistes qu'on pourra absorber dans nos lieux. Et donc ça fait face à beaucoup de frustration aussi. Et donc il y a des revendications qui sont là, qui foutent la pression au club réellement. Et donc la diffusion d'artistes locaux, c'est pas quelque chose de facile. Donc je crois aussi qu'il y a beaucoup plus de propositions. Et honnêtement de qualité, il n'y a pas de souci avec ça, mais que malheureusement c'est difficile de trouver des publics pour ça. Et que c'est là aussi que se trouve la frustration, parce que les programmateurs et programmatrices comprennent bien que oui, il y a des demandes du public, il faut y répondre avant tout. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de productions de création locale qui ne trouvent pas d'aboutissement dans la diffusion, et ça c'est aussi quelque chose de très difficile à gérer. C'est aussi difficile, je trouve, de savoir... qu'est-ce qui fait que le public peut-être va moins dans les petites ou moyennes salles et peut-être plus vers les grosses jauges? Est-ce que c'est vraiment par pur changement de goût, entre guillemets, ou c'est aussi parce que en fait il y a d'autres moyens en face avec de la communication, du marketing, enfin plein de choses que les petits lieux n'ont pas, et en plus effectivement comme les billets peuvent coûter très cher, les gens n'ont pas les moyens d'aller dans ces productions-là et continuer à aller régulièrement dans les salles de concert. Donc ça pose aussi cette question. Pierre, toi, au travers des différents projets que vous portez avec le Périscope, vous avez notamment une réflexion sur les jauges, enfin cette question de comment on continue à défendre un live qui reste durable, qui, juste en répondant à un groupe peut tourner dans plusieurs lieux, que voilà, s'il y a une grosse jauge qui capte un artiste et que l'artiste fait un one-shot, voilà, enfin ces questions d'écologie du live, entre guillemets. Alors normalement, je m'enfuis juste après la réunion, comme ça, s'il y a des problèmes avec les chiffres annoncés, on ne me trouvera pas. On le savait, hein, c'était quand même pressenti, évidemment, ça paraît cohérent depuis quelques années que les grandes jauges attirent des gens venus de loin. Simplement, c'est vrai qu'on a pu faire une étude là récemment que vous pouvez trouver en ligne sur le site du Périscope ou ailleurs, c'est étude Landscape, sur 42 lieux. Donc petite et moyenne jauge, on va jusqu'à la 2000 places, donc ça reste sur un échantillon assez large, mais on ne va pas sur les zéniths ni sur les arénas. Et on s'est servi des tickets en ligne, du coup on avait les adressages des publics sur 660 000 tickets, donc ça commence d'être des données qui sont réelles, qui ne sont plus un ressenti ou quoi que ce soit. Et tout simplement, on a étudié la courbe comparative entre les jauges et les distances moyennes aller-retour du public. On n'a pas utilisé la jauge médiane des lieux, mais on a bien utilisé toutes les jauges des lieux, parce qu'un lieu peut avoir plusieurs salles ou un lieu peut utiliser la moitié de sa jauge. Et en fait, ça a été important de le prendre comme ça, parce que c'est vraiment... Pour avoir une courbe cohérente, il faut vraiment prendre la jauge, parce qu'effectivement, en termes de programmation, en termes de communication, de marketing, c'est bien la jauge qui va définir la typologie du projet et comment on va aller chercher le public. Et ça rejoint d'ailleurs ta remarque sur la question des très grandes jauges. Effectivement, il faut quand même regarder les budgets de marketing, qui sont quand même sur des sommes qui sont complètement hallucinantes en termes d'investissement marketing pour remplir un stade et pour remplir ces grandes jauges. En tout cas, si on regarde vraiment que la distance moyenne, c'est très frappant, hein. La courbe est totalement linéaire, voire un tout petit peu exponentielle. Et je remercie beaucoup les collègues qui avaient des jauges à 1005, 2000 places, d'être totalement transparents et de vouloir cette étude, parce que dès ces jauges-là, dès 1005, on se retrouve pratiquement à 100 km aller-retour moyen par spectateur. Et là, on est sur des salles qui peuvent être dans des villes moyennes, type Lyon, type Grenoble. Il y a peut-être évidemment une exception parisienne parce que c'est très spécifique, mais mis à part cette exception parisienne, parce qu'en fait c'est une exception Île-de-France avec un réseau spécifique, pour le reste on se retrouve là-dessus. Et c'est-à-dire qu'en fait toute la réflexion, donc évidemment 100 km moyen aller-retour pour un public, il ne va pas le faire en métro, même s'il y a un bon réseau de métro, il ne va pas faire 50 bornes le métro. Toute la question
question des déplacements, de réduire un impact, elle passe forcément par cette question des jauges. Alors après, moi je dis ça, je suis pas là pour dire quoi faire. C'est juste que si on s'engage ou si on entame cette discussion, il faut se poser la question des jauges. Et c'est-à-dire que, et là où c'est assez intéressant sur le marché aujourd'hui, c'est que même si je suis pas tout à fait d'accord avec ce chiffre, parce que je pense qu'on peut trouver un spectacle vivant, des concerts qui fonctionnent pour des 200 places et qu'on retombe à peu près sur ses pieds au niveau financement, mais l'industrie musicale, ou on va dire le spectacle plutôt privé, a tendance à dire à partir de 1005 en jauge, un spectacle devient rentable, en dessous il n'est pas rentable. Donc c'est exactement l'inverse de la courbe écologique. Donc quand on commence d'être rentable sur un modèle spectacle classique, on va dire, industrie musicale, en fait c'est au moment où la distance du public devient ingérable en termes d'impact écologique. Donc ça c'est intéressant, hein. Il suffit après, si on le veut vraiment, de toute façon, le principe peut être très très simple, hein. Faire plus de dates dans des plus petites jauges, il y a absolument pas photo sur la solution en termes écologiques. Après, ça pose d'autres questions financières, ça pose aussi d'autres questions de pratique, mais ça peut aussi aller jouer sur la question des comportements du public et sur la question de comment aussi on va, que tout le monde puisse prendre conscience un petit peu de sa pratique culturelle, de son impact, comme il va avoir d'autres questions. Et ça remet vraiment un peu plus loin. Évidemment, la question des déplacements des artistes peut être traitée, elle n'est pas très compliquée à traiter d'ailleurs, hein. Il suffit de faire des routings un peu plus intelligents, mais ça va assez vite. Mais il ne faut pas oublier que cette question du déplacement des artistes est bien plus loin dans l'impact écologique, derrière, bien loin derrière l'impact des déplacements du public sur ces grandes jauges. Donc ça, moi je pense que c'est à la fois une opportunité finalement aussi pour valoriser et pour mettre en avant les lieux de petites jauges et cette pratique culturelle de proximité pour faire plus déplacer les artistes tout simplement. Après, ceci étant dit, c'est pas simple. Effectivement, ça repose des questions après de financement. Ça pose des questions quand même de coûts. Là, tu l'as évoqué un petit peu sur ces questions de coûts sur les artistes belges, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, cette question de seuil de rentabilité à 1500 personnes, c'est que le spectacle devient cher. Enfin, pour 1000 raisons, pas que les artistes d'ailleurs, tout l'environnement technique, le typologie de spectacles qui sont créés et qui sont tournés, en fait, ça a un coût de plus en plus important qui va réclamer une plus grande jauge, qui va, voilà, tout un rouleau comme ça qui va dérouler et qui arrive aujourd'hui. C'est quand même assez exponentiel, hein, le nombre de concerts en aréna par rapport à il y a 3 ans, c'est de la folie. Le nombre de concerts sur Lyon, hein, rien que sur l'exemple lyonnais, on a une deuxième aréna après la Tony Garnier qui s'est créée. Le nombre de concerts en stade, je crois, a triplé ou quadruplé en quelques années. Donc là, on y va tout droit. Oui, donc s'il y avait aussi une volonté écologique plus affirmée dans les politiques publiques, il y aurait aussi peut-être... en tout cas, c'est un argument pour soutenir les petits lieux face aux énormes jauges ou aux stades, etc. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, sauf si vous vouliez ajouter d'autres choses. Pamela devra nous quitter à 15h15. Donc voilà, elle va se lever, mais excusez-la, elle a un train à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je suis également programmateur d'une salle en Suisse, la Casa Choc, qui a effectivement eu aussi pas mal de problèmes, des burn-out et des choses comme ça, on a pas mal manifesté. J'ai trouvé super intéressant, c'est effectivement très compliqué de résoudre le problème, on voit avec les politiques que c'est très complexe. Une de mes questions, une de mes pistes, j'aimerais bien entendre vos avis là-dessus, c'est de s'attaquer, entre guillemets, aux gros justement, aux concerts de stade et aux festivals, pour qu'eux participent aussi à la culture en fait locale, parce qu'en fait souvent ils bénéficient de notre travail bien plus tard, genre 10 ans, 5 ans après tout ce qu'on a mis en place pour que en fait les artistes puissent émerger, pour que la culture change, les mœurs changent. J'entends, c'est pas les festivals qui s'occupent de mettre en place des team care à l'année et de faire de la cohésion sociale. Et j'ai l'impression qu'on devrait vraiment s'attaquer à cette problématique en, je sais pas, augmentant le prix du billet de 1-2 euros dans le festival et que ce soit reversé à la scène locale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus. Moi, j'ai l'impression que politiquement, on ne va pas réussir à faire que... Actuellement, ça m'a l'air compliqué de faire que nos subventions augmentent. Donc, j'ai l'impression qu'il faut s'attaquer un peu à d'autres sujets. Et je voulais savoir ce que vous pensiez là-dessus. Yeah, thank you for this. We actually had the same idea because it really turned out that you cannot say the music business is lying down, because it's true, the bigger ones, they made a lot of money. It's only the smaller ones, and it came out through many various studies. And this is why we also already thought about this. We work now on 2 different lines. The first line is we try to organize something like this by ourselves with tiny little local ticket sellers. It would
make more sense working with the bigger ones like Live Nation. We tried to talk to them. We already started, but this is, what a surprise, super difficult. But we are working on this on the one hand side, and on the second side, we were already talking to the politicians about this, because we just thought, okay, we have. I mean, in Germany, the money is gone for the politics. They only have money for the army at the moment, to say it like this. So we realized this. If there's less money in the governmental structure, then it's obviously difficult that we get new money, what we have never gotten before. And of course, the operas and theaters, they do not want to give something from their money. So it's difficult. This is why we came up with this idea as well. And we were already talking to politicians and asking if there is maybe a law possible, doing this by law, so that the bigger ones have to do it. It turned out that there is something like this for the film industry already done in Germany. So it is possible. But we started like 1.5 years ago with this idea, and it will probably take a long time, but we are working exactly on this, because we also think that the bigger ones, they need us. They need us to let the artists grow. So they are, if we are not able to build up new artists, then they have just a few at the end. So I think this is a very good idea without, and you can give also a sign to the politicians, hey, it's not only about your money. We have another idea where the money comes from the industry back to the industry. Yeah, so we totally agree, but qu'il y a d'autres avis là-dessus où on pense la même chose? En France, ça existe d'une certaine manière. La taxe sur le spectacle, la taxe du CNM est payée par tous, et c'est sûr qu'en ce moment, avec les gros chiffres des stades de l'année dernière, il y a beaucoup d'argent sur cette taxe qui couvre, et notamment une des aides à la diffusion qui est faite par cet organisme avec une partie de cet argent, aide les lieux pour leur programmation de moins de 600 places. Donc c'est quelque chose qui est assez ciblé. Le gros avantage quand le système est là, même s'il commence tout petit, si vous y arrivez en Allemagne, c'est qu'après, c'est plus facile d'avoir la mécanique et puis de changer le taux, par exemple, pour avoir plus d'argent petit à petit. Mais c'est vrai que la première étape, c'est d'arriver à rentrer. C'est un petit peu, il y a un état d'esprit, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais c'est vrai que l'avantage aussi de ce CNM, c'est qu'à un moment, on discute tous avec des très gros et des petits, et au moins les choses sont posées, et ce dialogue permet. Moi, j'aimerais plus, mais quand même, on ne peut pas le nier que ça existe quand même. Il y a cette redistribution. Oui, en Belgique, j'ai quand même l'impression que ce serait un peu compliqué parce que vu l'étroitesse du territoire, ce serait un peu avoir des miettes à redistribuer, d'autant plus que la plupart des gros festivals bénéficient également d'une subvention. Donc en fait, leur demander de reverser cette somme sous forme d'une taxe, ce serait un peu absurde. Ceci dit, la Belgique est un pays absurde, mais ce serait peut-être aussi un conflit communautaire vu que les plus gros festivals sont en Flandre. Et alors, il y a quand même un sujet aussi qu'on n'a pas abordé, c'est quand même la mainmise des grands groupes comme Live Nation qui a racheté plusieurs festivals, même en Wallonie, c'est-à-dire à quel point ils sont présents partout, parce que pour arriver jusque-là, il fallait y aller. Mais oui, donc ils ont quand même repris pas mal de festivals, et je pense qu'en termes de gestion, ça ne leur plairait pas beaucoup. Mais l'idée était bonne quand même. On y a pensé aussi, on en avait discuté avec la ministre précédente, et voilà, pour toute une série de raisons, je pense que ça n'aboutira pas. Par contre, chez nous, une autre piste pour le financement, c'est l'encouragement au mécénat. Il y a une déductibilité fiscale qui se met en place avec ce qu'on appelle le tax shelter, qui permet d'inciter les grosses boîtes à investir dans les structures d'organisation de concerts et les festivals. Et ça, c'est la piste la plus plausible à l'heure actuelle, parce que les gens aiment bien les déductions fiscales chez nous. Et ça, c'est peut-être, voilà, on espère que ça va prendre, quoi. I got a question. How can it be that the ticket prices did raise so much? For example, I went to a concert of Eminem in 2004, and there was Eminem, 50 Cent, D12, and Exhibit for €51. Nowadays, I think for Eminem you pay around €200 or more. Which factors are there that the ticket prices raised so much? Is it the energy costs, the personal costs, or that the artists want so much?
Il y a eu plein de facteurs différents. Les prix des cachets ont augmenté drastiquement depuis le Covid. Il y a eu vraiment une énorme hausse des coûts. Les cachets, moi je parle pour la France du coup, visibles à l'international, des artistes étrangers, qui sont expliqués par plein de facteurs, mais l'inflation comme tout le monde, le changement du type de spectacle, avec une plus grosse investissement dans l'audiovisuel par exemple, et dans des scénographies qui coûtent aussi extrêmement cher. Il y a eu aussi la peur du Covid et tout ce qui s'est passé pendant le Covid, qui a aussi incité les productions à gagner plus d'argent, plus de marge par concert, en se disant, en fait, on sécurise aussi l'argent qu'on fait sur les tournées. Bon, alors pour l'instant, on est assez protégé encore, en tout cas en France et en Europe, mais il y a aussi ce qu'on appelle la tarification dynamique. Donc il y a un concept venu des États-Unis, mais en gros, c'est vraiment en fait le prix du billet dépend de la demande. C'est-à-dire que plus de gens veulent un billet, plus le billet va coûter cher. Et donc ça s'est fait, je crois, pour la tournée d'Oasis en Grande-Bretagne. Et il y a eu, ça a été mal pris, mais du coup, c'est aussi des choses qui vont peut-être même s'empirer. Si en tout cas, il n'y a pas de réglementation par rapport à ça, parce qu'en fait, du coup, il n'y a même pas de logique de coût, de combien coûte le spectacle et combien coûte la production, mais c'est vraiment plus de gens veulent aller au concert, plus les gens vont payer cher le billet. Bonjour. Effectivement, c'était hyper intéressant. Ma question rejoint un peu celle de monsieur, mais du coup, pour le coup, moi, je suis musicien. Poser la question, je voulais votre avis là-dessus, sur effectivement la question de s'attaquer pas aux plus gros, aux zéniths, aux surproductions, aux trucs absolument énormes qui en plus ramènent des gens de très loin. Et voilà. Comment nous, vous, directeurs, directrices, programmateurs, programmatrices de lieux, et nous, artistes, on peut éventuellement essayer de se mettre ensemble pour s'attaquer à ces trucs-là par de l'éducation, entre guillemets, des publics, ou proposer, des soirées, des ateliers avec de la musique et comme un peu là des conférences pour expliquer aux gens vraiment c'est quoi l'intérêt des petits lieux, parce que effectivement, comme vous le disiez, les gros lieux ont besoin de vous, de plus petits lieux, mais nous, artistes et surtout émergents, on a besoin de vous aussi pour tourner, jouer notre musique, se présenter à des publics qui ne nous connaissent pas, dans des villes où on n'est pas forcément. Donc comment on peut faire, selon vous, pour travailler ensemble davantage pour que ça soit bénéfique et pour nos artistes et pour vous, lieux, contre justement ces productions ultra démesurées, capitalistes et tout ça. Voilà. Avoir plusieurs réponses, mais c'est quand même déjà le cas. Hein. Alors je pensais, au début de votre question, je pensais que vous étiez sur la question de s'attaquer plutôt du côté professionnel, les syndicales, ça c'est fait. Hein. Il faut quand même aussi rappeler, et vraiment pour la France, on aurait pu se faire un petit comparatif, mais c'est rare, il faut en profiter quand on peut aussi complimenter des choses qui ont été mises en place et qui sont toujours là, hein, au niveau vraiment des petits lieux, et notamment sur le fonds PEPS, on a une aide pour les petits lieux, pour les embauches directes des artistes, des choses qui nous permettent quand même d'avoir les concerts dans les petites jauges en France aujourd'hui, qui sont bien soutenus. Après, c'est pour ça que effectivement, quand j'ai compris la deuxième partie de votre question, c'est vrai que je pense là, on revient sur cette discussion, il faut aussi qu'il y ait un soutien du public. Je suis parti sur autre chose tout à l'heure, mais quand tu disais effectivement, il faut penser au public, oui, il faut effectivement que le public soit présent d'une manière ou d'une autre. Nombreux ou pas nombreux, mais il peut être peu nombreux et très engagé, il peut être un peu plus nombreux et moyennement engagé, mais en tout cas, cet engagement public, il doit être là. Il faut juste se méfier si on essaye des options plus trop classiques de communication et de marketing, vu les moyens qu'il y a en face. Hein, l'industrie musicale, c'est des sommes qui sont faramineuses. Donc, je suis assez d'accord avec cette proposition, mais il va falloir être intelligent parce qu'on n'aura pas les moyens. Il faudra trouver de l'originalité pour aller cette communication un petit peu, cette sensibilisation et engager. Hein, c'est ce qu'on s'était dit au début de cette table ronde là en préparant, c'est-à-dire la question de l'engagement du public. Je pense que c'est quelque chose qu'on transforme plutôt des consommateurs en personnes qui soient non pas consommateurs de culture, mais engagés dans leur pratique culturelle. Non, moi je vais peut-être juste dire, je l'ai aussi déjà dit hier, mais conscientiser effectivement notre pratique de la musique et comprendre les choses. Nous, peut-être médias aussi, on a un rôle à jouer dans la vulgarisation et dans la mise en lumière. Alors bien sûr, on n'est pas la solution, hein, pas du tout, mais on a aussi un rôle à jouer, je pense, d'être main dans la main ensemble et de vous mettre en avant aussi, quoi. Et pas juste mettre en avant les gros concerts qui font peut-être plus rêver, entre guillemets, plus mainstream, mais mettre en avant les artistes émergents et les clubs de moyenne et petite jauge aussi, quoi.
Le problème, c'est la disponibilité du public aussi, qui est sursollicité d'activités avec des moyens réduits, parce que malgré tout, il faut prendre ça en considération. On augmente nos prix, tout augmente, donc les gens ont moins de thunes à mettre dans les événements, dans leurs déplacements, dans leurs activités, dans leurs loisirs. Il faut considérer qu'il y a toute cette concurrence interne au secteur culturel, mais toute cette nouvelle offre qui surgit de partout. Et donc, c'est même plus une question d'avoir envie de découvrir l'artiste, c'est d'avoir le temps et l'argent d'y aller, en fait, aussi, surtout. Et même si les gens ont envie, même s'ils peuvent penser que ça les intéresse, s'ils disent, je vais faire un concert ce mois-ci, ils vont y aller en se disant, je vais aller voir le truc que je verrai peut-être qu'une fois tous les 4 ans. Allez, l'artiste local, peut-être qu'ils vont attendre la fête de la musique pour qu'ils viennent gratuitement à côté de chez eux. Et ce sera une autre sortie qui montrera aussi un budget, etc. Mais malheureusement, c'est ça, quoi. C'est la sursollicitation des publics. On est en concurrence avec quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Avant, il suffisait de dire aux médias locaux, faites de la promo, c'est de votre faute, ça marche pas. Maintenant, c'est TikTok qui va être prescripteur et il va y avoir des masses de public vers des artistes dont on n'a jamais entendu parler, mais qui fédèrent un public de dingue sur tel ou tel réseau social, et on ne maîtrise plus ça. Voilà, donc on doit juste dire venez dans notre lieu, c'est cool, et peu importe les artistes qui sont là. Et je pense que c'est aussi une autre façon de concevoir la vente de la découverte, quoi. C'est venez à l'aveugle, c'est plus possible de vous proposer de vous faire découvrir un artiste l'un après l'autre. C'est juste nous, faites-nous confiance en tant que lieu, en tant qu'opérateur, on est près de chez vous, ça va être un bon moment. Et voilà, venez, c'est tout, quoi. Pour rebondir là-dessus, oui, je pense que oui, il faut travailler déjà avec les outils. Enfin, moi, je pense qu'on a de la maîtrise dessus sur TikTok, etc. C'est juste qu'il faut se former et que c'est pas forcément évident. Pour nous, de base, c'est pas trop notre métier, mais il y a des gens avec qui on travaille, des jeunes, etc., qui ont aussi ces codes. Je dis ça alors que oui, j'ai que 32 ans, mais je veux dire, j'ai pas les codes TikTok. Moi, j'ai une chargée de com qui a les codes TikTok et je travaille à lui expliquer et ce que je fais, et elle travaille à traduire avec ces codes-là. Et je pense que ça, c'est nécessaire, c'est obligatoire de rentrer dans ces formats-là, de s'adapter tout le temps, continuellement. Et après, ce que je voulais dire, c'est aussi, je pense qu'il faut quand même s'autocritiquer un peu, et la musique est vraiment une énorme industrie et qu'il y a une énorme part de... En France, c'est particulier parce qu'on a aussi un gros secteur public musical, même dans les musiques actuelles, mais quand même, il y a un rapport où l'industrie fonctionne par elle-même. Il y a énormément d'acteurs qui font de l'argent dans la musique, et ça, je suis toujours étonnée. Je sais pas où va l'argent de la musique, mais il y a des énormes producteurs, il y a des labels, il y a des maisons d'édition, il y a beaucoup d'argent est capitalisé. Et donc, il y a vraiment une question de artiste, je suis d'accord, et opérateur fragile, parce qu'il y en a qui ça va, de réussir à identifier quels sont ces opérateurs, à savoir comment leur parler, à savoir comment mieux redistribuer l'argent, et surtout à savoir avec qui on travaille, avoir conscience de... c'est la carte qui a été sortie par le SMA et par Street Press est super intéressante parce qu'elle vulgarise un truc que nous on sait à peu près dans l'industrie, on sait un peu qui appartient quoi, mais les gens savent pas. Et donc cette carte, le fait qu'elle ait été très diffusée, je pense que c'est super intéressant, et qu'il l'ait bien communiqué, notamment en disant est-ce que vous savez qu'en allant à tel festival vous financez telle personne, parce que c'est ça en fait le sujet, et que 90% des gens qui travaillent dans la musique sont précaires, j'ai l'impression, et pourtant il y a énormément de millions qui sortent chaque année de cette industrie, et elle grossit, ça grossit chaque année, donc il y a vraiment un sujet. Et oui, carrément le fait d'avoir, toutes ces grosses boîtes qui ont racheté des festivals en France, je pense que c'est partout le cas, mais voilà, c'est vraiment, on voit la concentration des propriétaires de nos espaces, les salles de concert, tout est racheté. Donc en fait, ces gens-là voient bien qu'il y a de l'argent à se faire dans la musique. Donc il y a vraiment des gens qui pâtissent de ça. Et je pense que pour finir, il y a vraiment un sujet de repolitiser l'industrie. Avec mon expérience, j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup dépolitisée, qu'elle est peu politisée aujourd'hui. Donc je sais pas si elle s'est dépolitisée, parce que voilà, ça fait pas si longtemps que je suis dans ce secteur et que j'ai une expérience professionnelle. Mais moi, je suis assez étonnée du fait qu'il y a si peu de personnes de mon âge qui sont syndiqués, qui comprennent même à quoi bon avoir un syndicat, que là avec ce qui se passe en ce moment en Palestine, etc. On voit que les gens de la musique, ou beaucoup d'acteurs de la musique, sortent de sujets politiques en disant non, nous on est neutre. En fait, on est des lieux qui font du business. On n'est pas des lieux culturels. On n'est pas des lieux qui vont prendre une position politique. Je trouve qu'aujourd'hui, les masques tombent un peu. Et en tout cas, en France, encore une fois. Et que ça nous permet un peu de se rendre compte que, est-ce que notre métier est politisé? Est-ce que notre métier, on est prêt à se défendre pour? Parce qu'en fait, les subventions, c'est politique. Donc, à un moment, il faut savoir quand même, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, en fonction des gouvernements qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passera de notre secteur? Et je pense que tout ça, j'espère que ce sera des piqûres de rappel pour que
les plus jeunes, en tout cas ceux qui arrivaient dans une industrie qui fonctionne, donc on se posait pas de questions, se disent en fait peut-être qu'on va devoir se battre pour protéger nos métiers, par la même occasion, se battre pour une vision de la société qu'on veut défendre et où les artistes ont une place ou pas, ont un droit à jouer ou pas, ont un minimum salarial ou pas, etc. Parce on est tous ensemble, mais en fait, il y en a qui n'ont pas besoin de se poser ces questions. donc voilà, je pense que, moi, pour finir, je pense qu'il y a vraiment un sujet politique derrière tout ça. Merci pour ces avis. Merci. Bonjour, merci pour ces discussions. Et je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouve qu'en fait c'est un peu, c'est un sujet hyper important, effectivement, la question de la politisation en fait du milieu de la musique. Et quand on parle aussi de la fréquentation du public, de se dire que par exemple il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'y aller ou qui n'ont pas le budget. En fait, je trouve qu'il y a aussi une question de pratique culturelle. Enfin, je pense qu'il faut aussi dire les termes. Hein. Là, on parle entre personnes qui fréquentons, je pense, les salles de concert, les festivals. Mais en fait, c'est pas une habitude et une réalité pour beaucoup de gens. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait que ça, le fait d'aller en concert, d'aller voir du spectacle vivant, c'est une vraie pratique et qui est accessible à tout le monde, au-delà du côté financier. C'est juste aussi comment est-ce qu'on se positionne en tant que personne qui travaille dans ce milieu-là. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on comprend l'enjeu de dire, tiens, on a envie d'être prescripteur, prescriptrice, de faire découvrir des artistes, mais du coup, comment est-ce qu'on arrive à avoir aussi, par exemple, une position qui n'est pas condescendante et du coup, voilà, on se dit, en fait, la musique, aller en concert, c'est une pratique qui doit pouvoir être accessible à tout le monde. Donc comment est-ce qu'on fait aussi pour que les salles, les festivals, les lieux soient des endroits où tout le monde se sente bien et tout le monde se sente à sa place, au-delà même derrière de l'objectif de faire jouer des artistes, effectivement. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus, et ça va du coup avec comment est-ce qu'on fait de la pédagogie aux gens par rapport à ce que c'est que d'être artiste, parce qu'en fait tout ça va un peu ensemble, c'est-à-dire que oui, les artistes ont besoin de public, mais du coup comment est-ce que le public comprend comment est-ce que tout ça fonctionne, et comment le public se sent à l'aise aussi pour aller dans des concerts et dans des festivals. Je me permets de faire un grand monologue là-dessus, mais je trouve que c'est hyper important aussi comme question, et que je trouve qu'on se le dit pas assez, ou peut-être plus en off, mais officiellement que voilà, même de manière générale, la culture en France a quelque chose de très élitiste. Voilà, je parle vraiment pour la France, hein, je parle de ce que je connais. Et donc comment en fait est-ce qu'on est aussi beaucoup plus à l'écoute et en reflet en fait de ce que vivent vraiment les gens, parce qu'effectivement quand on habite dans un territoire rural, c'est pas la même chose que quand on habite en ville où c'est hyper facile d'aller voir des concerts dans un club ou dans un bar, quoi. Donc bref, voilà, il y a un peu tout ce truc de comment est-ce que on réfléchit vraiment en se remettant à un endroit peut-être un peu plus horizontal, j'ai envie de dire, même si ok, on est des professionnels qui travaillent dans le milieu de la musique, mais voilà, l'idée c'est quand même de ne pas prendre le grand public de haut. Voilà, c'était juste dire ça. Et j'avais une question hyper précise. Je me demandais, est-ce que selon les esthétiques musicales, c'est-à-dire selon qu'on est un endroit qui est vraiment spécialisé sur une esthétique musicale ou si on est plutôt généraliste, est-ce que vous voyez des différences dans la fréquentation des publics? Voilà. Pour la première remarque, en fait, il y a eu des échecs dans la question, vraiment des questions très larges de diversité dans qui fréquente nos lieux. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même. Donc, c'est sûr qu'après, c'est dur quelquefois de faire des bilans aussi sur tout ce qui est déployé, parce que nous, on a un secteur public avec beaucoup de financement pour un certain nombre d'actions culturelles, un certain nombre de gratuités, beaucoup de choses qui sont mises en œuvre en France. Et c'est sûr qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses. Je crois que c'est une action qui va peut-être se lancer au ministère, mais ça serait bien qu'ils aillent jusqu'au bout, de faire des vrais bilans là-dessus et de ne pas hésiter à se dire qu'il faut peut-être changer aussi de direction et tester de nouvelles choses. C'est pas toujours évident le lien avec la question des artistes, puisque c'est vrai que ça revient aussi sur la question de la pression, de la quantité d'artistes en France aussi, et de la sursollicitation qu'on a. Et notamment, moi je le vois dans mon équipe qui peut être un peu scindée entre les personnes, notamment notre programmateur qui va être très très en contact avec les artistes et qui va avoir ça finalement à se retrouver comme cette pression-là en fait de répondre aux artistes sur leurs attentes, etc. Et que mes autres collègues qui travaillent plus avec les publics ou les gens qui ne sont pas dans la salle, avec les gens de manière très large. Et quelquefois, ils ne sont pas tout le temps au même endroit. Ils s'entendent bien, mais ils ne sont pas tout le temps. On a l'impression quelquefois qu'ils sont dans deux endroits différents alors qu'ils devraient travailler ensemble. Donc tout ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler, à s'autocritiquer sans se dire qu'on n'a rien fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dessus. Mais et il y a quelques réussites, heureusement. Quelquefois, on a des super réussites de public d'aujourd'hui qui sont des gens qu'on a rencontrés à 10 ans dans les écoles, etc. et qui continuent. Sur la question des styles, nous, on a souvent, là, vous avez entendu notre collègue à Berlin qui parlait beaucoup de niche. Hein.
moi je pense que dans les lieux, moi je défends moins la question de l'émergence que la question, même si elle est évidemment dans des petits lieux, mais que la question jusqu'à 250 places, on peut avoir des gens qui ne sont pas du tout à une émergence, mais qui sont sur des styles de niche. On peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas des choses assez spécialisées. Donc moi, j'ai envie de dire que les petites jauges, ou voire les très petites jauges, sont naturellement destinées aussi à des musiques assez spécialisées. Mais c'est pas évident, et notamment après, moi, je suis dans une grande ville, on est dans des grandes villes. Je pense que si on est plus en milieu aussi rural ou quoi, on a besoin d'être un peu plus large. Moi, on a la chance à Lyon de pouvoir nous spécialiser parce qu'on est plusieurs à pouvoir travailler. Et c'est très agréable d'être spécialisé parce que tu es précis, en finesse, tu vas faire venir des artistes en tournée qui viennent de loin sur tel ou tel style. Donc, c'est assez appréciable. Mais je pense aussi, effectivement, si tu es dans un autre contexte, que tu es obligé d'être plus ouvert pour répondre à plus de demandes en fonction des territoires où tu es. Ouais, sur ta première question, moi je pense, j'ai un point de vue légèrement différent. Je pense que le secteur de la musique en France a un énorme problème de diversité. D'abord, du point de vue, là où il y a le plus d'études, ce sera du point de vue du genre. C'est là où on a le plus de chiffres, mais il y a des chiffres depuis des années qui montrent qu'il y a 14% de programmatrices en SMAC, par exemple, et que 90% des directeurs de salles sont des hommes. Enfin voilà, des choses comme ça. Que le CNM sort tous les 2 ans, donc voilà. Déjà, ce genre d'études nous montre la problématique rien que sur le genre, et malheureusement on n'a pas d'études sur plein d'autres aspects, que en fait si c'est les mêmes personnes qui dirigent les lieux, il y a forcément la non-compréhension de d'autres publics, et je parle pas du validisme, je parle pas de plein d'autres choix, notamment sur les esthétiques, qui pendant longtemps certaines salles de concert ont mis de côté certaines esthétiques, enfin voilà, tous ces sujets-là, je pense qu'on les connaît tous et toutes, et qu'aujourd'hui c'est en train de changer, donc c'est plutôt positif, et on est en train un peu plus de démocratiser en fait la conception même que ce que c'est qu'une salle de concert et ce que c'est que le rôle d'un programmateur ou d'une programmatrice, comme tu disais, assez dominant et assez condescendant, d'imposer des choix musicaux, ou plutôt d'être à l'écoute de ce qui se passe musicalement. C'est quand même pas du tout la même posture. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est fini? Ouais, désolée de couper en plein vol. Ouais, non, t'inquiète. Sur les styles et les esthétiques, c'est une très bonne question. Je pense que moi, je suis très diversifiée. Je fais beaucoup de musique de niche, beaucoup de musique émergente, des choses qui sont très variétées, qui vont être demain dans des grandes salles. Tout ça. Et en fait, forcément, la musique de niche rapporte moins d'argent. Enfin, pour moi, en tout cas. mais en tout cas, c'est l'équilibre qui est intéressant. Ouais. Pour moi, c'est la mixité qui me permet de survivre à la boule noire. Mais après, c'est Paris. Donc voilà, c'est un endroit où il y a tous les publics. Donc je sais pas. Merci pour vos interventions, merci d'être venus, merci pour vos questions, merci à la Strasbourg Music Week aussi d'accueillir ce talk. Et puis voilà, c'est fini, donc à bientôt. Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025.